à l'intégration des technologies au Collège de Montréal. C'est un grand plaisir pour moi d'être ici aujourd'hui parce que c'est ici que j'ai fait mes débuts en tant qu'enseignante il y a 15 ans. Donc, il y a un petit peu de fébrilité dans l'air. J'aimerais commencer par vous dire ceci. Ayant été pendant 13 ans enseignante en sciences, souvent je démarrais l'année en disant à mes élèves, vous savez, parmi tous les concepts qu'on va voir cette année, il y en a une grande majorité qui ne sont pas vrais. J'aimerais commencer par vous dire ceci. Ayant été pendant Et c'est à peu près la réaction que ça provoquait. Ben voyons, à quoi ça nous sert d'être ici? Vous allez nous dire des niaiseries. Ben en fait, je ne vous dirai pas des niaiseries. Je vais vous dire là où on en est rendu dans nos recherches, dans nos expérimentations. Puis aujourd'hui, on pense que c'est vrai. Mais peut-être que quand vous allez être plus grand ou quand même vous allez être déjà décédé, on va se rendre compte que c'était vraiment très, très loin de la réalité. On n'a qu'à penser. Je m'entends en double, hein? Je pense que c'est la web diffusion qui est en décalé. Vous allez être déjà décédé, on va se rendre compte que c'était vraiment très, très loin de la réalité. C'est vrai. Elle a raison, cette fille-là. C'est bon? OK. Donc, vous allez peut-être vous en rendre compte dans plusieurs années, non? Toujours pas? Oui. Oui, là, on l'a. Oui, je reviens à ça. Donc, vous allez vous en rendre compte plus tard. On n'a qu'à penser au moment dans l'histoire où on disait que la Terre était plate. Aujourd'hui, vous en dites quoi de ça? Est-ce que la Terre est plate? On sait tous aujourd'hui que la Terre est ronde, en fait, et que c'est la Terre qui tourne autour du Soleil. Je réponds souvent cette même réplique-là aux gens qui me disent « On n'a pas encore de preuves que la technologie a un effet bénéfique sur l'élève. » Ben, je leur dis « Regardez, on n'a peut-être pas de preuves, mais les bases restent les mêmes. J'essaie de varier mes méthodes pour faire en sorte que l'élève soit plus engagé, motivé pour construire ses connaissances. Puis est-ce que les technologies le permettent? Présentement, d'après ce que moi je vis au quotidien, oui. Et aujourd'hui, ben, j'ai envie de vous présenter un petit peu comment on peut faire justement pour intégrer ces technologies-là en classe de façon simple, à petits pas peut-être ou à plus grands pas si c'est possible. Donc, je travaille dans un collège où il y a 1300 élèves qui ont une tablette au quotidien et environ 63 à 65 enseignants également depuis 3 ans. C'est sûr qu'on est à un niveau où certaines écoles ne sont pas. On a cette grande chance-là, mais je vais essayer quand même de rendre ça assez terre à terre. Donc, est-ce qu'on a ma présentation quelque part? Voilà. Alors, allons-y avec comment intégrer la technologie au quotidien. Je vous propose de d'abord faire la différence entre utiliser et intégrer, parce qu'il y en a une très grande. Je vous envoie quelques pistes d'intégration des technologies. On va voir comment on peut passer à l'action avec ça. Je vous parle d'ingénierie pédagogique, un domaine qui commence tranquillement à se développer dans les universités, les dessous de l'atelier. Et bien sûr, si vous avez des questions, je vais les recevoir avec plaisir. Au départ, je ne pensais pas parler du modèle de sa mère parce que plusieurs le connaissent déjà, mais juste comme ça, quels sont ceux qui connaissent le modèle sa mère? OK, donc ça valait la peine. Le modèle sa mère, c'est un modèle qui nous permet de vérifier où en est notre utilisation, intégration des technologies en classe et ça ressemble à peu près à ceci. Donc, on démarre au niveau S, substitution, où la technologie nous sert tout simplement à remplacer ce qu'on avait déjà comme outil. Par exemple, au lieu de prendre des notes à l'écrit, je les prends sur ma tablette ou sur mon ordinateur. Ça, c'est de la substitution. Est-ce que ça me permet d'aller très haut dans la taxonomie de Bloom? Est-ce que ça me permet d'améliorer l'apprentissage? Pas vraiment. Donc, c'est sûr que si on va là, il n'y aura pas de preuves qui disent que ça aide. Un deuxième niveau, augmentation. Là, tranquillement, on va se rendre compte que la technologie amène un plus-value à notre activité. Donc, peut-être qu'on va avoir accès à de la recherche Internet rapide,
à la collaboration. Et quand on arrive au niveau juste au-dessus, M, modification, là, on commence à avoir un changement. On commence à voir que l'élève tire profit de cette intégration-là. La modification va nous permettre, entre autres, de collaborer, ce sur quoi je travaille beaucoup en ce moment, les outils de collaboration en classe. Et le R, redéfinition, bien, on en fait tous présentement puisqu'on est en ligne avec un autre continent. Et les élèves aussi peuvent le faire avec la technologie en classe. On l'a vu tout à l'heure avec les tweetés, etc. Là, je vous ai présenté un modèle de sa mère qui est assez beau, très résumé. J'en ai trouvé un vraiment génial sur Internet d'un monsieur qui s'appelle Christophe Rhin. J'espère que je dis bien son nom. Et qui le met à la disponibilité de tous. Donc, si vous voulez voir ma présentation, elle est disponible sur le net. Et vous pourrez aller voir ce magnifique modèle. Ah, il ne s'ouvre pas. Donc, le magnifique modèle de M. Rhin qui ressemble à ceci, qui intègre à la fois le modèle sa mère et la taxonomie de Bloom avec des exemples concrets en classe et même des applications. Donc, au niveau de la substitution, dans la taxonomie de Bloom, on est à mémoriser, comprendre. Dans le A, l'augmentation, on en est à appliquer. Puis quand on passe la barrière du M, là, on rentre vraiment dans les niveaux intéressants, analyser, évaluer. Avec les outils de collaboration, on va amener aussi les pairs à co-évaluer, à amener des commentaires sur ce que les élèves vont faire, évaluer. Puis au bout de tout ça, vous voyez créer. Et créer, c'est à mon avis ce qu'on fait de mieux avec les technologies, avec l'iPad entre autres. Et il y a comme une deuxième page à ce modèle-là, donc je vous invite à aller le voir, c'est vraiment bien fait. Je ne vais pas en faire la lecture aujourd'hui. Mais c'est comme une clé dichotomique, un questionnaire pour savoir où on se situe avec notre activité par rapport à l'intégration. Donc, est-ce que la technologie ne fait qu'enrichir l'apprentissage proposé? Oui, non, ça m'amène à d'autres choix, et ainsi de suite. Donc, c'est vraiment bien fait. Je vous invite à aller jeter un petit coup d'œil à ça. Christophe Rhin. Voilà. Donc, une fois qu'on a vu ce modèle-là, c'est bien intéressant, mais ça reste théorique. Maintenant, on voudrait pouvoir intégrer ça en classe, concrètement. Alors, je reviens ici. Voilà. Utiliser versus intégrer. Est-ce que je ne fais qu'utiliser ou j'intègre vraiment la technologie? Je vous ai préparé un petit questionnaire juste pour que vous voyez un petit peu comment je peux intégrer. C'est une activité qu'on pourrait faire avec des élèves en début de période ou carrément leur faire un test comme celui-là pendant la période. C'est ce qu'une des enseignantes chez nous a fait, une enseignante d'espagnol. Ici, donc, un outil Internet bien intéressant, Playbuzz. Est-ce qu'il y en a qui connaissent? Non, je suis contente. Alors, êtes-vous utilisateur ou intégrateur des TIC en classe? Il n'y a pas beaucoup de questions, c'était juste pour m'amuser. Jouons. C'est une espèce de test de personnalité à la clin d'œil ou Châtelaine ou quelque chose comme ça. On en voit tout plein passer, hein, des petits tests. Êtes-vous du type, peu importe. Donc, un petit questionnaire comme ça que j'ai créé. Donc, l'utilisation se fait de façon organisée, planifiée, de façon spontanée, arbitraire ou rarement et de façon difficile. Ça vous donne des petits indices. On répond aux questions comme ça. Là, je vais y aller un petit peu. L'utilisation se fait principalement par les élèves ou par moi. Elles servent principalement à la transmission d'informations, de distraction ou à la création et au partage. Vous allez voir où je vais en venir. L'usage des TIC dans mes cours est un complément, est à la base ou est très rare. La plupart des activités que je fais seraient réalisables sans ces outils, ne seraient pas réalisables autrement ou me déçoivent parce que c'est le constat que certains en font. L'usage des TIC me permet de gagner du temps, me fait perdre du temps ou m'oblige à réorganiser mon temps. Je fais une petite parenthèse. Quels sont ceux qui disent « me permet de gagner du temps actuellement » ? OK. Quels sont ceux qui diraient « me font perdre du temps » ? Oui. OK. Et m'oblige à réorganiser mon temps.
Dernièrement, je fais une mini parenthèse parce que j'ai plein de choses en tête que j'aimerais vous dire, mais je ne peux pas. J'étais en classe avec une prof de mathématiques qui intègre de plus en plus les technologies, mais qui, en début d'année, me disait en mathématiques, c'est pas évident, mon programme est chargé, je ne sais pas trop comment je peux faire. Oui, je le sais, il y a les calculatrices, les graphiques, etc. Et pas plus tard que la semaine dernière, j'étais en classe en première, deuxième, secondaire avec elle. Et on a organisé une activité avec un outil qui s'appelle GeoGebra, qui est disponible en ligne, qui est disponible aussi dans des applications. Et elle a découvert la grande utilité que ça peut avoir. Et elle me disait pendant et à la fin de la période, « Marie, je viens de faire 6 cours en un. » Là, vous allez dire, « Elle parle, là, c'est une conseillère pédagogique, c'est sa job de nous dire ça, mais non, non. » Puis je l'ai même filmé, si on a le temps tantôt, je vous le montrerai. Là, j'ai dit, « Peux-tu juste te demander de redire ça? » Je l'ai filmé. Puis elle m'a dit, « Vraiment, là, avant, avec un équerre, un compas, une règle, leur montrer comment construire, juste leur demander de sortir le compas, d'ajuster la mine, de s'assurer qu'il y a encore la pointe sèche dessus, etc., si ça prenait un temps fou. Aujourd'hui, les outils nous permettent de le faire. » Puis on s'entend que dans les examens ministériels, ils ne nous demandent pas de faire des constructions comme on leur apprenait à faire à l'époque. On les utilise, mais pas comme ça. Donc, elle m'a dit, j'ai vraiment fait 6 cours en un, puis ce qui a fait son bonheur et le mien, c'est de voir une élève, pendant qu'elle faisait les espèces de petits défis que la dame avait proposés. Donc, moi, je filmais au-dessus de son épaule, elle ne s'en rendait pas compte, l'élève, puis à un moment donné, elle réussit, puis elle fait, puis elle applaudit. Et ça, j'ai vu ça de quelques élèves en classe, mais il y en a une que j'ai captée réellement. C'est magique. Donc, une élève qui est fière d'avoir réussi un défi qui était peut-être minime, mais elle l'a fait elle-même. Ce n'est pas la prof en avant qui l'a montré au tableau, puis elle a répété la même chose. La prof n'a rien dit. Elle a juste dit, avec l'outil, essayez de faire ça. L'élève a réussi. Elle était donc fière. Qu'est-ce qui est arrivé après ça? Bien, elle en voulait encore plus. Elle voulait aller encore plus loin. Puis c'est ce qui est arrivé aussi. Puis à la fin, ces élèves-là ont non pas seulement réussi à faire des transformations géométriques correctement, les reconnaître, mais ils ont aussi découvert les propriétés de ces transformations géométriques-là. Je ne rentrerai pas dans le détail, mais donc, elle a fait, d'après ce qu'elle m'a dit, 6 cours en un. C'est génial. Donc, gagner du temps. Grosse parenthèse. Donc, je continue. Je réponds un peu aléatoirement. Et là, vous voyez un super calcul qui va me dire quel type d'utilisation. Ah, je suis une utilisatrice seulement. Donc, je l'utilise pour faire des recherches, pour prendre des notes. C'est un complément. Je suis passablement à l'aise de les utiliser. Je ne demande pas régulièrement à mes élèves de créer nécessairement. Peut-être que moi, je crée pour eux. Donc, ça vous donne une petite idée d'un outil qu'on peut utiliser pour intégrer. Puis intégrer, ce n'est pas seulement le prof. Hein? Après un certain temps, quand c'est les élèves qui l'utilisent, c'est encore mieux. Je reviens à ma présentation. Donc, encore une fois, si ça vous intéresse, bien, vous pourrez aller essayer ce petit test-là pour vous situer vous-même en allant voir la présentation. Donc là, j'espère que c'est assez gros, oui, quand même. Ici, je fais un petit parallèle entre la différence entre utiliser et intégrer les technologies. Merci. Donc, quand on utilise simplement, c'est là qu'on a un inconfort, puis c'est là souvent qu'on va dire « Oui, mais ça sert à quoi? » Quand on fait juste utiliser, on va l'utiliser pour remplacer. Donc, si c'est juste remplacer une feuille par un iPad ou par une tablette ou par un ordinateur, c'est vrai que ça ne change rien. C'est vrai que ça ne vaut peut-être pas la peine de dépenser 500-600 $ ou plus. Par contre, si on l'intègre, on va remodeler nos situations d'apprentissage. Dans le cas d'utiliser, on va dire qu'on va faire des tâches plutôt simples. Donc, je vais faire un dessin, je vais le remettre. Tandis que si je l'intègre, je vais effectuer des tâches un peu plus complexes. Ça va me permettre d'atteindre des niveaux supérieurs dans la taxonomie de Bloom. Si je l'utilise, ça va être une seconde ressource. Qu'est-ce qui arrive quand c'est une seconde ressource? La tablette ou l'ordi est caché quelque part, il faut qu'il soit caché, sinon le prof n'est pas content, puis là, l'élève est toujours tenté de le sortir, puis « ouais, mais je voudrais vérifier », puis « ouais, mais… » Tandis que quand on l'intègre vraiment, puis que ça fait partie de l'activité, l'élève
et je peux vous parler en cas réel, je l'ai observé, l'élève est moins tenté d'aller fouiller sur son Facebook, ses messages, ses Twitter ou compagnie. C'est vrai que les Twitter, pour les élèves, c'est moins présent. Quand on l'utilise de façon sporadique ou rare, justement, encore une fois, ça crée la tentation, tandis que quand on l'intègre au quotidien, dans une routine, bien, ça fait moins cadeau de Noël. Ça devient la routine et ça devient vraiment un outil pédagogique qui est puissant. Finalement, quand il y a plus de temps qui est mis sur comment ça fonctionne cet objet-là, parce qu'on l'utilise peu souvent, ça devient moins intéressant que si c'est une routine, on l'utilise réellement, puis qu'on met les élèves au travail dessus, bien là, ça va porter fruit, puis on va pouvoir vraiment aller tirer tout le profit qu'on peut avoir de cet objet-là, peu importe l'objet, que ce soit une tablette ou autre. Ici, j'ai résumé un petit peu en termes très généraux la différence entre utiliser et intégrer. Donc, quand on utilise de façon statique, qu'est-ce qui arrive? L'élève n'est pas très intéressé, il serait plus intéressé à aller jouer dessus que quand c'est juste écrire dessus, c'est-tu plate, juste écrire. Il va manquer de motivation, il va moins s'engager, il va moins s'impliquer. Puis qu'est-ce qui arrive? Bien là, la tablette ou l'ordinateur ou la technologie va devenir une distraction. Et là, on va devoir jouer à la police. Donc, quand l'enseignant joue à la police pour « ferme ça »,« ben non, c'est pas le temps »,« mais attends un peu », ça, c'est pas le fun. Et là, on n'a plus le goût de recommencer. Par contre, si on l'intègre, si on demande à l'élève de produire, de créer quelque chose avec son appareil, bien, au contraire, l'élève va s'engager, va être plus motivé, va développer son sentiment de compétence personnelle parce que j'ai réussi. Et comme ça, l'enseignant va être plus au centre de sa classe, va devenir un guide. Il va se promener d'une équipe à l'autre, d'une personne à l'autre pour aider les gens qui en ont peut-être plus besoin. Et c'est ça qu'on aime. La gestion de classe, à ce moment-là, disparaît. Puis on l'a vu ce matin dans les conférences, quand la classe, le lieu physique est placé de telle sorte que les gens peuvent travailler en îlot, en équipe, à leur rythme, sur ce qui les intéresse. La gestion de classe, en tout cas dans les vidéos que j'ai vues, il n'y en avait pas ou presque pas. Puis dans la réalité aussi, quand je me promène en classe, c'est mon quotidien, la gestion de classe, il n'y en a pas ou presque pas. Je ne vous dis pas que ça n'arrive pas, mais il y en a beaucoup moins. Maintenant, des pistes, c'est facile à dire, mais comment on peut intégrer, aller au-delà de l'utilisation? Bien, en fait, c'est infini ce qu'on peut faire avec les technologies. Ce matin, on voyait les reporters qui nous ont présenté le code QR qui est ici. Ça semble banal, mais ça, quand dans une classe, on arrive à un cours et qu'il y a ça dans la porte, qu'est-ce que ça fait? Les élèves n'ont aucune idée c'est quoi, mais il y a un code QR qui les accueille. Ils vont aller voir, ils sont curieux. C'est un peu comme M. Fortin tantôt avec ses bidules, tout le monde regardait, tout le monde voulait savoir, puis j'en ai même vu autour qui cherchaient sur Internet, qui allaient sur le site, qui cherchaient, voyons, c'est quoi ce bidule-là? Bien, quand on l'intègre, ça crée des moments où on va penser à des choses. Ici, c'était pour donner des commentaires sur ce qu'ils ont fait. C'est génial. Les élèves vont arriver à améliorer leur présentation, leur questionnement grâce à des étrangers complètement. Je ne les connais pas, ces élèves-là. Puis je vais contribuer à améliorer ce qu'ils font. Donc, des pistes. Des pistes. Des entrevues, des vox pop. Faites-vous ça souvent. Faites-vous faire ça souvent par vos élèves. Quels sont ceux qui ont déjà fait faire des entrevues à leurs élèves? 2, 3, 4 personnes. Des vox pop. OK. C'est sûr que ça demande la flexibilité. Ça demande aux profs de dire, bien, je ne suis plus le centre d'intérêt. C'est ce qui se passe à l'extérieur. C'est les autres qui deviennent le centre d'intérêt. Il faut aussi que les élèves aient la latitude de sortir de classe, d'aller poser des questions à des gens dans les bureaux des profs, dans la cafétéria, mais d'aller chercher, quelquefois, la perception des gens avant de commencer une activité, par exemple. Ça peut être drôle, ça peut être intéressant, mais ça pique la curiosité. Par exemple, j'ai demandé à des élèves cette année de se promener dans l'école et de demander à n'importe qui pourquoi la Lune change de forme dans le ciel. Et
les réponses qu'on a eues étaient tout aussi différentes les unes que les autres. C'est sûr que les profs de sciences, pour la plupart, connaissaient la réponse, mais pas tous, en passant, ce qui est assez étrange. Mais qu'est-ce que ça a provoqué chez l'élève? L'élève n'avait pas encore vu ça en classe non plus, parce que c'est un élève de premier cycle. Qu'est-ce que ça a provoqué chez les élèves? Quand ils ont vu ça, là, ils voyaient directeurs, enseignants, personnel de cafétéria qui répondaient, puis ils se disaient « Ouais, moi, je répondrais quoi? » Puis qu'est-ce qui arrivait tout le temps? Autant des gens qui étaient questionnés que des élèves. « Ouais, mais c'est quoi la réponse? » Puis à la fin des petites entrevues que les élèves faisaient, on voyait toujours la personne interrogée qui disait « C'était-tu ça la réponse? » « Oui, mais c'était-tu vraiment ça la réponse? On l'a-tu piqué la curiosité? » Puis l'élève, est-ce qu'il va être encore plus intéressé à écouter en classe puis à trouver la réponse? Pour plusieurs, ils sont allés la chercher la réponse. Ils ont construit eux-mêmes leur connaissance. Donc, l'enseignant est passé d'un poste de passeur de connaissances à « je te fais construire tes connaissances ». Puis ça s'imprègne encore mieux. Reportage réseau de concepts. Réseau de concepts, ce matin, on parlait avec Mme Laferrière, si je ne me trompe pas, de faire des réseaux de concepts collaboratifs. Tout au long d'une étape ou pendant un module en particulier, si on demandait à tous les élèves de participer à construire un réseau de concepts, ça, c'est génial, puis c'est utile pour la révision de fin d'année également. Des scènes de théâtre ou des affiches, ça, ce n'est pas réservé aux cours d'art. Ça se fait partout, avec des outils très simples. Peut-être que vous connaissez, je vais vous le montrer tout à l'heure si je suis capable, Puppet Pause, qui est une application, moi je trouve, faite pour les enfants au départ, mais je peux vous affirmer que même en 4e et 5e secondaire, les élèves ont un plaisir fou à travailler avec ça. On personnifie des marionnettes qui bougent un peu n'importe comment. On place un décor et on leur fait expliquer un concept qui est très, très loin du décor qui est là. Et voilà, on vient de piquer la curiosité. Faites en sorte que 6 équipes différentes en classe créent un Puppet Pause avec un concept scientifique, mais dessus, placez William Shakespeare ou un autre personnage d'époque et tout le monde a les yeux rivés sur l'écran, puis il s'en rappelle que William Shakespeare expliquait telle chose. Vraiment, ça reste ancré. Des portfolios. Construire son portfolio, ça permet de se souvenir de ce qu'on a vu en classe, de constater son évolution. Des questionnaires également. Avez-vous déjà essayé de créer des questionnaires comme on vient de faire, mais sans même expliquer avant, c'est quoi la différence entre, par exemple, un utilisateur ou un intégrateur des technologies? Puis vous demandez à l'élève, j'aimerais ça que vous créez un questionnaire là-dessus. Qu'est-ce qu'il va faire? Bien, il va aller fouiller pour trouver c'est quoi la différence. Il va construire ses connaissances, puis il va aller au-delà de ça. Il va aller synthétiser pour créer des questions pour catégoriser le tout. Ça devient intéressant. Si vous êtes en français et que vous voulez enseigner, je ne sais pas moi, la différence entre la phrase, là je vais à un niveau plus bas, là, interrogative ou affirmative ou exclamative, puis vous dites, bien, crée-moi un questionnaire qui va permettre de classer ça. Ça peut être intéressant. Une chanson, un slam ou une contribution. Le slam, est-ce qu'il y en a qui connaissent le slam? Sûrement. Donc, le slam, c'est un peu comme un rap, mais poétique, avec un certain rythme qui peut changer, puis il y a beaucoup de concours de slam. Là, je fais beaucoup référence aux sciences parce que c'est mon background, les sciences, les mathématiques, mais un slam fait dans une langue différente, avec laquelle on pourrait changer un petit peu la tonalité de voix avec quelques applications ou outils, qui est présenté en ligne et qui est soumise en échange avec une classe dans une autre école qui a cette langue-là, par exemple. Par exemple, à Montréal, il y a plein d'écoles anglophones autour du Collège de Montréal qui est francophone. On peut faire un échange de classe avec une école anglophone, puis dire, nous, on fait un slam en anglais, vous faites un slam en français, puis on commente. On est en langue, on corrige, on commente. Donc là, ça devient intéressant, on collabore,
On se permet d'analyser le travail de quelqu'un d'autre, donc on le fait encore plus sérieusement, comme disaient les jeunes ce matin avec la tweetée. On le prend encore plus au sérieux, on se sent encore plus engagé. Même chose dans la contribution, dans un blog, ou justement quand on échange avec d'autres élèves comme ça. Des cartes de révision, des flashcards. Vous savez, quand nous, on était à l'école, on avait des cartons sur lesquels, d'un côté, on écrivait une question, au verso la réponse, puis on étudiait avec ça. En tout cas, moi, je faisais ça assez souvent. Puis, on s'échangeait des cartes, des fois, avec les amis. Bien, aujourd'hui, vous pouvez vous créer des cartes personnelles que vous échangez avec des amis de la classe, de d'autres classes ou de partout dans le monde. Ça vous fait une méchante banque de révision, avec des applications comme Flashcards ou Brainscape que j'aime particulièrement. Donc, des pistes pour intégrer. Puis ça, quand ça devient une habitude, puis que les élèves viennent vous voir en disant « Hey, j'ai déjà fait mes cartes pour l'examen de la semaine prochaine, ça va bien. » Je l'ai changé, puis là, je me suis rendu compte que je n'avais pas parlé du tout de ce chapitre-là. Fait que là, mon ami me les a transférés. Quand ça devient une habitude comme ça, c'est utile, la technologie. Donc, des exemples concrets. Je vous en ai amené 2. On ne les vivra pas parce qu'on n'est pas en classe dans ce grand local-là. C'est un petit peu plus difficile. Mais imaginez que, puis ça, c'est un fait vécu. Je le fais souvent, des projets comme ceux-là. Vous êtes dans un cours de sciences, je vais vous faire découvrir le concept d'électricité statique, 4e secondaire. Vous pouvez consulter votre tâche. J'amène les élèves sur une page comme celle-là. Il y a 4 équipes qui ont chacun une tâche différente à faire. Et chacune de ces équipes-là ne sait pas ce sur quoi l'autre équipe travaille. La seule chose qu'ils savent, c'est qu'à la fin, soit de la période ou au cours suivant, il va se passer quelque chose avec tout ça. Donc, je vous montre l'exemple de la première équipe, peut-être la deuxième, on verra. Ici, j'utilise un outil qui s'appelle TAC, qui permet de créer une page Internet, pas un site, mais bien juste une page. Donc, chaque équipe a une page différente, ce qui fait qu'ils ne peuvent pas savoir ce que les autres font, à moins de fouiller un petit peu. Donc, vous êtes recherchiste à l'émission Démystifions la science. Sous peu, l'animateur devra interviewer un éminent scientifique ayant expérimenté la décharge électrique, Benjamin Franklin. Cette entrevue traitera de ses recherches et expérimentations sur le phénomène de la foudre. Préparez une courte introduction à cette entrevue et 5 questions pertinentes qui pourront être posées à M. Franklin. Attention, vos questions doivent permettre à l'animateur de démontrer qu'il maîtrise son sujet. Donc là, on s'en doute, s'il y a des recherchistes, il doit y avoir une équipe qui travaille avec Benjamin Franklin et d'autres. Puis il y a une équipe aussi qui travaille sur, il me semble que c'est la 3. Oui. Donc, vous êtes une équipe de cinéastes qui évoluait autour de 1901, cinéma muet. Vous voulez présenter au grand public la fameuse expérience du cerf-volant de M. Franklin. Vous devez monter un film d'1 minute, au cours duquel votre auditoire doit voir la grandeur de la découverte de cet éminent scientifique et comprendre le phénomène de décharge électrique. Je vous rappelle que c'est muet. Donc, ça va être très imagé, très succinct, puisque c'est 1 minute. Bref, les 4 équipes étaient une équipe de recherchistes, une équipe de cinéastes, l'équipe qui entoure M. Franklin, et il y a une dernière équipe qui n'était pas vraiment une équipe, c'est l'animateur et M. Franklin. C'est sûr que je vais essayer de cibler les élèves dans chaque équipe parce que moi, je sais ce qu'il y a dedans. Donc, je vais aller chercher mes plus artistiques, mes plus créatifs pour l'équipe de cinéastes. Mon meilleur vulgarisateur, celui qui parle tout le temps ou qui parle bien ou qui aime parler, là, je vais aller chercher comme animateur et M. Franklin. Mais ces 2 personnes-là se préparent à ce qu'ils vont recevoir pour l'un de ses recherchistes, pour l'autre de son équipe de préparation. Donc, à la période suivante ou à la fin de la période, dans les faits, je leur laisse à peu près une demi-heure pour faire ça, ce qui n'est pas très long, mais ce qui est suffisant. Et à la fin de cette période-là, bien, on vit l'émission. Donc là, j'ai créé un petit thème, Démystifions la science, avec une petite musique, ils sont contents. Je présente le petit film muet, là, les élèves sont « Ah, c'est beau, c'est le fun », ils sont contents. Et ils voient d'avance « Ah oui, ça va être quoi? » Puis là, les questions que l'animateur pose à partir de ce que ces recherchistes ont fait, Benjamin Franklin qui répond,
On a une amorce, on a piqué la curiosité, l'intérêt de tout le monde. Puis après ça, qu'est-ce qui se passe? Oui, mais au-delà de la foudre, l'électricité statique, on la voit où? Puis là, on dirait que quand tout le monde a pris part à ce projet commun-là, tout le monde a été soumis aux mêmes règles, tout le monde a fait partie d'un grand projet, bien, tout le monde a le goût de savoir la suite. Vraiment. Là, on a intégré les technologies pour la recherche, pour la création, pour la mise en commun. Je reviens ici. Un autre projet qui a été fait par une de mes collègues, je ne le regarderai pas dans le détail avec vous, mais cette fois-là, c'est en mathématiques, 5e secondaire. L'enseignante vient me voir et elle dit « Bon, là, Marie, j'aborde la théorie des graphes. » Est-ce qu'il y a des profs de maths ici? Théorie des graphes, ça vous dit quelque chose? C'est pas nécessairement le fun comme concept. Hein? En tout cas, bon. C'est assez de base, mais en même temps, il y a un petit challenge. On ne voit pas toujours le côté mathématique à ça. Mais bref, elle vient me voir en disant « J'aimerais ça rendre ça sympathique, j'aimerais ça rendre ça agréable. » Et donc, on a monté un projet comme celui-là. Les élèves, en une période, devaient créer un jeu. Bon, on fait ça souvent, des jeux. Mais le jeu incluait toute la théorie des graphes, sans qu'ils l'aient vu d'avance. Et ce qu'ils avaient comme information au départ, c'est ceci. Un meurtre a été commis. Tu dois aider Sherlock à trouver le coupable. Pour ce faire, tu devras parcourir la ville, rencontrer certains personnages, recueillir les indices te permettant d'élucider le mystère. Préparation, tout d'abord, s'assurer que 3 des membres de l'équipe ont l'application Brainscape. Bon, c'est une application qui permet de faire des cartes, comme je vous disais tantôt, avec une question puis une réponse qui est cachée, qui va servir de carte comme un peu un Monopoly. D'un côté, c'est écrit chance, puis de l'autre côté, il y a quelque chose d'écrit. Il y a une équipe qui va avoir des cartes de personnages à faire, l'autre des cartes objets, etc. Donc, on présente un petit peu comment ça va fonctionner, puis les règles du jeu. Puis après ça, on décrit ce que chaque équipe va devoir faire. Un peu le même principe que je faisais tantôt. Donc, il y a des équipes qui vont travailler sur la conception de la planche de jeu. Il y a des équipes qui vont travailler sur les cartes. Tu rencontres un personnage. Désolé, elle n'a pas d'indice pour toi. Ou ce personnage-là t'informe que tu dois te rendre à tel endroit. La beauté de la chose, c'est que, là, je ne regarde pas tous les détails des consignes, mais la beauté de la chose, c'est que les concepteurs de la carte devaient penser à inclure la possibilité d'un cycle eulérien. Là, je ne veux pas rentrer là-dedans, mais le jeu devait être fait de telle sorte qu'on puisse aller développer les concepts de graphes. De la même façon, les concepteurs des points, ceux qui décidaient les points alloués, devaient aussi se baser là-dessus. Si une personne réussit dans son parcours à faire un cycle eulérien, il y a tant de points. S'il réussit telle chose, il y a tant de points. Les équipes de personnages devaient permettre d'avancer ou de reculer suffisamment pour arriver à toucher à ces concepts-là aussi. Puis la beauté de la chose, c'est qu'en aucun temps, Mme Purcell a eu à expliquer c'est quoi ça, un cycle eulérien. Les élèves ont eu à fouiller. Puis je peux vous dire que la période où ils ont joué, la période suivante, tout le monde savait ce que ça voulait dire parce qu'il avait hâte de jouer puis il voulait gagner. Et il voulait juste gagner. Mais après, quand je suis passée, puis je disais, finalement, ça veut dire quoi ça? Ça veut dire quoi ça? Ah, bien ça, c'est telle affaire. Tu sais, dans le jeu, c'est quand on faisait ça. Fait que quand ils vont revenir à l'examen, eux, là, ils vont se rappeler du jeu, c'est rentré, c'est ancré, puis c'est relié à une image, puis à une expérience où ils ont pu toucher, ils ont vécu, ça reste. Ils ont construit, puis c'est efficace. Donc, parlons ingénierie pédagogique. Parce que ce n'est pas tout de créer une activité, il faut aussi penser à comment on place ça dans le temps puis dans le lieu. J'ai été fouillée pour quelques recherches qui me permettent d'appuyer ceci. Je n'ai pas mis les détails à tout, mais j'ai essayé d'aller en chercher. Donc, pour qu'une activité soit bien réussie, il faut varier les activités et il faut bouger.
On sait nous-mêmes, après un certain temps, là, déjà présentement, là, si vous êtes comme moi, vous avez hâte de vous lever, vous voudriez bouger, puis bon. Donc, on va s'arranger pour que dans une période de cours, pendant une activité, les élèves aient à changer de place, pour qu'ils aient à changer de rôle, pour qu'ils aient à faire autre chose. Peut-être écouter des fois, oui, ça demande ça. Mais d'autres fois, il va falloir qu'ils parlent, il va falloir qu'ils créent, qu'ils dessinent, peu importe. Ça va servir à augmenter l'attention, à conserver cette attention ou cette concentration-là. On va voir aussi comment créer des projets qui sont différents au même moment et donner de la latitude, ça va permettre d'enrichir nos activités. Ça va amener les élèves à s'engager davantage. Avec les exemples que je vous donnais tantôt aussi, c'était assez évident. Comment, en donnant des défis, donc je ne vous donne pas tout cuit, là, je ne vous dis pas tout, c'est un défi, cherchez, puis en même temps, en précisant nos attentes, les élèves vont arriver à développer leur confiance en eux-mêmes, puis vont vouloir en avoir plus. Leur sentiment de compétence personnelle va être grandi. Puis finalement, l'importance de préparer et d'outiller les élèves va nous permettre d'être plus efficaces puis de développer encore plus la collaboration. Donc, tantôt, je vous parlais du fait que j'ai essayé de trouver quelques résultats de recherche qui appuient mes dires. Il y a Christiane Drouin et André Huppé qui ont fait des recherches par rapport à la concentration et qui font une différence entre concentration et attention. Vous savez, des fois, on dit « j'ai besoin de ton attention » ou « reste concentré », c'est important. Il y a une différence entre les deux. On dit qu'une personne qui est concentrée, elle est attentive, mais en plus de ça, on est capable de la faire changer de tâche puis être encore attentive. Donc, elle fait abstraction de ce qu'il y a autour puis elle est capable de se déplacer, pas nécessairement physiquement, mais de se déplacer d'une tâche à l'autre et de demeurer là. Donc ça, c'est la concentration. C'est ce que la concentration a de plus par rapport à juste l'attention. Un élève là, peut être complètement comme ça à vous écouter. Il est très attentif, mais il n'est aucunement concentré. Puis quand le cours va finir, il ne s'en rappellera plus de ce que vous avez dit. Temps de concentration, encore une fois, avec des recherches, on est capable de dire que le temps de concentration d'une personne, ça a un lien avec son âge, plus à peu près 2 minutes. Donc, un enfant de 12 ans, première secondaire, a à peu près 14 minutes de concentration. 14 minutes, c'est pas long. Sur une période de 75 ou de 60, c'est pas beaucoup. Puis on dit qu'on peut atteindre à peu près un maximum de 20 minutes. Ça se développe en passant. Mais en sachant ça, ça veut dire que nos activités doivent varier aux 15 minutes. Ce qui n'est pas toujours chose facile. Donc, bougeons et varions pour essayer d'avoir une concentration optimale pendant nos cours. Et je suis allée vous chercher une petite citation que j'aimais bien, qui dit ceci. Oui, le cerveau apprend et retient mieux quand l'organisme est activement impliqué dans l'exploration physique de l'environnement ou dans la manipulation du matériel et dans le questionnement pour lequel il est vraiment avide de réponses. Tantôt, M. Fortin disait justement, moi, je provoque ce sentiment-là de vouloir connaître la réponse. C'est super. Des expériences simplement passives ont tendance à atténuer l'apprentissage et ont un impact qui ne dure guère. Ça, c'est Gardner qui nous a dit ça, un grand chercheur en éducation. Donc, juste un élève qui nous écoute pendant 1h15, à qui on transmet plein d'informations, ça ne restera pas, ce ne sera pas nécessairement utile. Il faut y aller au-delà. Puis c'est en faisant appel, entre autres, à sa créativité qu'on peut y arriver. Je vous ai sorti une belle image ici d'une courte pointe avec plein de pièces différentes, mais ça fait une courte pointe magnifique, de la même façon qu'un projet pourrait l'être. Donc, des projets différents, comme je vous ai présenté tantôt, au sein d'une même classe, va permettre d'attiser la curiosité parce qu'après, les élèves veulent voir ce que les autres ont fait, puis d'attirer, d'augmenter l'intérêt aussi pour ce qu'ils sont en train de faire. Parce que je sais que les autres vont me regarder, ils n'ont pas fait ça du tout, puis je vais recueillir leurs commentaires après, il vaut mieux que ce soit bien préparé. Quand je laisse de la latitude aussi, je sens que les élèves ont un meilleur engagement, sont plus motivés. Quand on permet à l'élève de le faire à son rythme ou à sa façon, il va le faire encore mieux.
Ici, je vous montre un petit défi qu'on m'a déjà posé. Quand je suis allée en Alberta, il y avait, pour ceux qui sont déjà allés, vous avez peut-être vu ces magnifiques arbres-là. Je suis une grimpeuse de nature. Je suis une fille très plein air et les défis me motivent. Et donc, on m'a dit, ben Marie, serais-tu capable de monter cet arbre-là? Puis là, vous avez une petite idée, il était vraiment très, très gros et extrêmement haut. Et on me montrait une branche qui était très loin. Marie, es-tu capable de faire ça? Donc là, ben, j'ai pas d'harnais, j'ai pas de branche, j'ai beau être assez habile, mais non. Et rapidement, ben, je me suis revirée, puis j'ai continué ma route. Je sais que je ne peux pas atteindre ça. Par contre, si on m'avait mis un arbre avec quelques petites encoches ou quelques petites branches, ben, j'aurais au moins essayé. Ma confiance, quand je serais arrivée à cette branche-là, aurait été améliorée. Mon sentiment de compétence aussi. Bien, ça, c'est la même chose dans nos activités. Quand on intègre l'iPad, il faut s'assurer, l'iPad ou peu importe la technologie, il faut s'assurer que le défi soit raisonnable. Présentez pas un projet gros comme ça qui va se finir à la fin de l'année sans donner des étapes, des défis raisonnables. Le défi amène la motivation, l'intérêt. La portion raisonnable nous fait garder confiance qu'on peut y arriver. Puis quand on y arrive, Colin, qu'on se sent compétent. Puis on est content. En même temps, il faut préciser nos attentes. Sans faire nécessairement une grille très détaillée, je m'attends à ça pour que l'élève ait confiance, qu'il ait le goût de s'embarquer là-dedans en sachant dans quoi il s'embarque justement. Puis à la fin, assurez-vous d'avoir pas dit, là je ne me souviens plus qui disait ça ce matin, dites pas toujours c'est facile, c'est facile. Ah, ben c'est M. Fortin. Dites pas c'est facile, c'est facile. C'est facile pour la personne qui l'a créé, pour la personne qui enseigne ça depuis des années, qui a étudié là-dedans. Mais pour un élève, ça ne l'est pas nécessairement. Il n'a même pas commencé encore. Tu vas voir, c'est facile. Oui, mais laisse-moi le temps. Donc, soyons honnêtes. Disons-leur, c'est un défi. Tu es capable de le relever, mais ce ne sera pas facile. Il y a une enseignante au collège qui dit souvent, la chimie, c'est pas difficile, c'est pas facile, c'est complexe. Ça demande des efforts. À la fin, vous me direz si c'était facile ou difficile, si vous avez mis des efforts ou pas. Mais au départ, c'est toujours un défi, parce qu'on ne connaît pas ça. Efficacité et collaboration. Pour que l'intégration devienne efficace, on peut compter sur la collaboration. C'est un outil incroyable qui va nous permettre de collaborer. Mais pour ça, il faut préparer les élèves. Oui, ça demande du temps. Oui, il faut leur laisser jouer. J'ai testé une plateforme il n'y a pas très longtemps avec des élèves de 4e secondaire qui est un tableau blanc interactif en ligne. Ouais, j'ai eu beaucoup de plaisir. Donc, je rentre en classe, je leur donne une adresse Internet où se rendre, puis je leur dis rien d'autre. Et j'ai attendu 5 minutes sans parler, parce que de toute façon, je savais qu'ils n'écouteraient pas, pour leur faire découvrir cette plateforme-là. Fait que là, ils voyaient qu'à 38 en même temps, il n'était pas 38, mais à 30 personnes en même temps, ils pouvaient faire des lignes, ils pouvaient effacer la ligne de l'autre, ils pouvaient dessiner, écrire, chatter, et ils pouvaient ajouter des pages. Après 5 minutes, j'avais 108 pages d'ouvertes. Dans chacune des pages, il y avait un « allô »,« bonjour », un nom, un ci, un ça, peu importe. Et quand ces 5 minutes-là a été passé, je dis « bon, vous avez découvert l'outil, je vous ai laissé le temps, ça prend du temps. Mais maintenant que vous le connaissez, je n'ai rien eu à expliquer, bien, on va l'utiliser. » Ça, c'était simple, là. Simple. Ça a été quand même assez rapide à faire. Les élèves explorent par eux-mêmes. Mais des fois, il y a des outils qu'on veut utiliser et qu'on veut qu'ils soient bien utilisés. Bien oui, il faut prendre le temps d'expliquer aux élèves puis de les préparer d'avance. Ça vaut la peine, puis après ça, la préparation est faite pour longtemps. On peut utiliser, entre autres, la classe inversée pour ça. Allez voir la petite capsule, faites ça à la maison. Bingo, ça a pris 10 minutes au lieu de 20 en classe. Préparer les appareils. Donc, les appareils qu'on utilise vont avoir besoin peut-être d'applications, d'objets, peu importe. Aujourd'hui, j'amène mon laptop, j'avais besoin d'un adapteur, il a fallu que j'y pense, je suis arrivée d'avance. C'est le même principe en classe. Les élèves aussi, il faut qu'ils soient prêts, leur appareil et les nôtres. Puis finalement, pour gagner du temps et de l'efficacité,
préparer des ressources pour le après. Si vous avez une conseillère pédagogique, tant mieux, super. Contactez-la, demandez-lui d'être présente. Dites-lui que vous allez faire ça, puis qu'il y a peut-être des élèves qui vont venir la voir pour lui poser des questions. Sinon, ben voyez si vous êtes capable de trouver des informations, des tutoriels, des exemples sur le net peut-être, qui est une source incroyable, sur Twitter, qui est un outil incroyable aussi, mais ça vaut la peine et ces ressources-là vont vous être utiles pour un bon bout de temps. Si on revient à la base, pourquoi on fait ça? Il y a une collègue dans une école en Outaouais qui disait l'année dernière, je pense que c'est au sommet du iPad, si je ne me trompe pas, qui disait, chez nous, dans nos réunions de degrés ou même les réunions d'école, souvent on place une chaise au centre de la place, vide, avec personne dessus, mais pour avoir toujours en visuel, en tête, que tout ce qu'on fait là, même si des fois ça nous décourage, ça nous écœure, c'est pour l'élève. Les bases de tout ça, c'est pour s'assurer que l'élève comprend mieux, réussit mieux, puis qu'on atteint nos objectifs qui sont éduquer, socialiser et qualifier. Donc, il ne faut pas oublier ça. Si on fait tout ça, oui, ça demande du travail, de l'adaptation, des gros changements, mais c'est pour eux. Et ce qu'on constate jusqu'à maintenant, même si on dit qu'il n'y a pas d'études qui ont été faites, il y en a. Et jusqu'à maintenant, on démontre que oui, ça fonctionne, c'est utile. Je n'ai pas pu m'empêcher d'aller chercher des informations sur les natifs du numérique. Donc, selon M. Houdet, d'après les sections du cerveau qu'on développe en étant un natif du numérique avec une manette ou un objet dans les mains, il faut, notre problématique en tant qu'enseignant, il faut qu'on arrive à développer leur synthèse cognitive, faire des liens avec tout ce qu'ils voient. Parce que présentement, là, ils sont multitâches, ils touchent à tout, mais est-ce qu'ils font des liens? Pas toujours. Construire une pensée et développer leur créativité, ça, c'est notre défi aujourd'hui avec ces élèves-là. Justement, à cause de ces deux parties-là, le cortex prémoteur et moteur du cerveau qui sont très développés à cause des jeux vidéo, ça rend les élèves multitâches, ça les rend très rapides, très adroits. Par contre, ce qu'il nous dit dans ses études, c'est qu'ils ne savent pas raisonner, ils ne savent pas prendre de recul. Parce que dans un jeu vidéo, il n'y a pas besoin nécessairement de prendre du recul. Pas toujours, du moins. Donc, c'est notre défi. C'est pour ça qu'on va créer des activités qui vont leur permettre de développer cette pensée cognitive et de faire des liens. Donc, on garde ça en tête tout le temps. Ça va quand même assez vite. J'en suis où? Je vais pouvoir vous présenter mon petit... Ou peut-être pas. Je vous parle un peu des dessous de l'atelier, de ce qu'on vient de vivre ensemble parce que il y avait quelques petites façons d'intégrer les technologies aussi, d'insérer là-dedans. Donc, voilà. J'ai utilisé Google Présentation. Ce que vous voyez, c'est en ligne. Vous pouvez y avoir accès. Je vais donner les références à Mme Miller là, pour qu'elle puisse le mettre sur Twitter, entre autres. Je vais le tweeter aussi après la présentation, donc vous pourrez aller voir. C'est un outil de collaboration très intéressant. Ce document-là, je l'ai fait seul, mais ça peut être très utile pour faire des présentations d'équipe, donc outil collaboratif, tout comme tous les outils Google en général, les Google Docs bien sûr, les Google Drawing, que j'aime beaucoup. AirSketch, j'aurais voulu l'utiliser si on avait été dans une classe, mais malheureusement, je ne l'ai pas fait. Ça permet de projeter sur un site Internet temporaire, sur une page Internet temporaire, une image, en fait, ce qu'on veut mettre dessus. Donc, on invite les élèves qui doivent être sur le même réseau que nous à cette page-là, grâce à cette application-là. Et nous, on peut ajouter des choses sur la page dessinée en temps réel, les élèves le voient. Je peux me promener aussi pour les faire écrire. Donc, ça peut être intéressant pour des endroits où on n'aurait pas de grand écran, on voudrait que les élèves soient attentifs à une chose à la fois, donc on les fait venir sur ce site-là. Ça peut être quand même intéressant, c'est une application sur l'iPad.
Playbuzz, ce que vous avez vu au tout début, faire créer des tests comme ça aux élèves en allant au-delà de « moi, je pose des questions », leur faire poser des questions. Petite parenthèse, avez-vous déjà essayé ça dans un examen, vous? Au lieu de leur poser des questions auxquelles ils répondent, leur donner une réponse, puis leur demander de formuler une question. Avez-vous déjà... Est-ce qu'il y en a qui ont déjà fait ça? Super. En maths, en sciences, là, des questions qui demandent des démarches, leur donne une réponse. Voici la réponse, 5 grammes. Pose une question et développe ta démarche. Ça ne se Google pas. Non. Donc, même si tu as un iPad, même si tu as accès à Internet, même si tu as un laptop, c'est une question non googlable et qui l'oblige à travailler très fort. TAC, donc ce qu'on a vu tout à l'heure pour les projets des différentes équipes, une page séparée qui est très, très simple. Des fois, on ne voudrait pas s'embarquer dans la création d'un site Internet, par exemple avec les élèves, où on voudrait créer un site collaboratif sans trop se casser la tête. Bien, on peut leur faire créer à chacun une page TAC, puis on peut tout réunir ça, par exemple, dans un Pearl Tree. Pour ceux qui ne connaissent pas, Pearl Tree, c'est une plateforme ou une application qui nous permet de mettre en favori certaines pages qu'on aime. Donc, on peut réunir dans un même Pearl Tree les pages de nos élèves pour créer un travail en particulier. J'ai quelques applications ici. Ce sont des applications iPad ou certaines disponibles en ligne à vous suggérer, mais c'est vraiment très, très limité comme suggestion. Donc, vous voyez en haut à gauche le symbole de Brainscape, donc des cartes sur lesquelles on écrit une question et qui contient la réponse, mais il faut cliquer pour la voir. Donc, pour l'étude, c'est génial, ça permet de partager aussi. Lino et Padlet, celui qui est juste à côté, qui nous permettent de faire des espèces de tableaux collaboratifs où on peut aller mettre, d'ailleurs, c'est ce dont les filles parlaient ce matin, justement, les reporters, pour aller mettre nos commentaires, c'est un Padlet. Donc, on va ajouter une espèce de post-it sur ce mur-là avec des informations. En ce moment, d'ailleurs, j'ai une prof en français qui travaille là-dessus à créer un monde. Elle est en gamification en même temps. Elle crée un monde sur un Padlet pour chacune des classes. C'est vraiment génial. Evernote, un outil pour créer, partager des notes, entre autres. Tous les Google outils qui sont très utiles. ThingLink qui permet d'aller ajouter des petites puces sur une image déjà présente. Puces qui contiennent des liens vers des sites Internet, des vidéos, des images, du texte. Pearl Trees, justement, qui permet de réunir des pages qu'on aime beaucoup au même endroit. Notability, qui permet d'annoter des textes, mais qui va bien au-delà. Je vous encourage à le découvrir. Prezi, qui permet de faire des présentations interactives avec cartes conceptuelles. Picolage, qui permet de faire des montages d'affiches de façon très simple et très agréable. Telagami, qui permet de créer un avatar qui parle avec notre voix préenregistrée puis qui fait des gestes, un peu comme je fais beaucoup moi-même. iMovie, bien sûr, pour faire du montage vidéo. Puppet Pause, dont je vous parlais tout à l'heure, pour faire des marionnettes qui parlent et qui se promènent. Canva, pour faire des affiches aussi, un outil très impressionnant en ligne et en application. iQdeck, qui permet de faire des présentations aussi très simples. Donc, c'est principalement iPad, mais plusieurs sont aussi en ligne sur Internet, donc des outils à découvrir. Je vous invite à le faire. Est-ce que vous avez des questions? Est-ce que je peux vous présenter une petite vidéo de 2 minutes? Je me permets. J'ai son autorisation. Une page live stream. Non? C'est celle-là. OK. Bon, c'est sûr que c'est au collège, c'est aux couleurs du collège, là, mais ça nous montre un petit peu justement. Seriez-vous encore capable
fois, ils trouvent plus intéressant de voir d'une autre façon. Premier cours de semaine après la relâche en faisant une activité sur les transformations géométriques. On va travailler ça avec l'application GeoGebra. Les élèves faibles aujourd'hui qui se débrouillent mieux en faisant de l'activité que lorsque je demande de travailler sur papier ou de faire des activités plus classiques. Moi, je me promène, je réponds aux questions, je vous aide, mais vous pouvez demander aussi l'aide aux collègues. Puis en plus de ça, les élèves, ils ont découvert en même temps aujourd'hui en faisant les constructions, les propriétés des figures isométriques obtenues par les transformations géométriques de translation, rotation et réflexion. Alors ça permet de vraiment visualiser bien puis généraliser. Les élèves, ils ont découvert en même temps, on a fait aujourd'hui pendant 50 minutes, peut-être 60 minutes. Ça aurait pris, à l'époque, quand j'utilisais les instruments de géométrie, 3 périodes de 75 minutes. Bravo à Mme Anescu du Collège de Montréal, qui crée de nombreuses activités d'apprentissage, entre autres avec GeoGebra, amenant ses élèves à s'engager davantage dans leur apprentissage. C'était vraiment spécial de les voir travailler dans un autre contexte. Donc, je voulais que vous entendiez les propos de cette dame-là. C'est elle qui me disait qu'elle a fait un 6 périodes en une. À cette période-là, vous avez quelques images d'élèves qui travaillaient et je me suis amusée après coup à revoir la vidéo et à regarder les écrans d'iPad pour voir s'il n'y avait pas un élève qui faisait autre chose. Et j'en ai vu aucun. Puis c'est des élèves qui ne sont pas nécessairement des anges, c'est pas une classe particulière. Je suis allée dans plusieurs de ces classes, puis c'est la même chose qu'on a observé. Puis dès le début, elle disait aux élèves, je ne suis pas là pour vous dire quoi faire, vous l'avez entendu, je vais circuler, je vais répondre à vos questions. Vous pouvez aussi demander aux gens autour de vous. Donc la collaboration s'est installée très rapidement et ça a été vraiment une période, je ne dirais pas magique, mais où, en tout cas, on s'est rendu compte toutes les deux que peu importe le niveau, peu importe la matière, quand c'est engageant, quand c'est motivant, quand on donne cette latitude-là, c'est extraordinaire. Donc, intégrer l'éthique, pour moi, c'est la base présentement d'une différenciation pédagogique, entre autres. Voilà. Merci. Je vous invite, c'est encore moi qui est ici après, à 2h15, je pense, on parle gamification, donc un petit peu plus rigolo, un petit peu plus concret dans une technique à utiliser pour intégrer les technologies. Bonne fin de journée. Marie-André Croteau. Sur Twitter, c'est Mandré CP.